Un élu peut avoir des mandats dans différentes SEM. Ça compte pas dans le cumul des mandats. Donc les fois, il y en a qui arrivent à avoir 5, 6 mandats comme ça. C'est des surhommes. C'est comme si vous aviez dans la même journée, 3 fois 8 ans, 3 entreprises différentes. Et ben eux, ils arrivent à le faire, dis donc. Les chocolats du Sénat. C'est-à-dire que tous les mois, les sénateurs recevaient une petite enveloppe avec de l'argent liquide dedans qui se montait jusqu'à 4 000 € par mois. 117 sénateurs en ont bénéficié pendant plusieurs années. Il y a des lois qui sont votées avec 550 élus qui ne sont pas là sur 577. Et des lois importantes. Il y a une affaire de sextype au Sénat en ce moment. Tout le monde est au courant. Il y a plusieurs vidéos. Donc plusieurs sénateurs qui ont participé, je vais être clair, à une partouze dans les locaux du Sénat. Philippe Pascaud, bonjour. Bonjour. Vous avez été maire adjoint d'Évry, Manuel-Valls, puis conseiller municipal, conseiller régional, président de la commission formation pro et apprentissage de l'Île-de-France et chevalier des arts et des lettres. Vous êtes actuellement un administrateur de l'association citoyenne Anticorps qui agit contre la corruption et pour l'éthique en politique. Vous avez fréquenté la plupart des élus politiques de premier plan et vous militez pour une transparence totale de l'exercice politique. Vous avez écrit 7 livres aux éditions Max Milo depuis 2013, d'élus et du Goudron et la Plume qui recense plus de 2000 politiques qui ont eu affaire avec la justice. 10 ans après le best-seller Pilleurs d'État, vendu à 120 000 exemplaires, vous recensez dans ce nouvel ouvrage, Pilleurs d'État encore et encore, tous les abus légaux dont dispose encore la classe politique française aujourd'hui. Donc nous allons passer en revue dans cette vidéo tous les avantages dont bénéficient les hommes politiques, donc salaire exorbitant et frais associés, exonération d'impôts. Pas des salaires, hein. Indemnité, vous ne bougerez pas. Un élu n'a pas de salaire. Un élu a une indemnité. Ah oui, c'est vrai? Mais oui. Ah d'accord. Et c'est pas du tout pareil vis-à-vis de la loi. D'accord. D'où les avantages fiscaux. D'où la possibilité de cumul. Mais c'est-à-dire les avantages fiscaux, tu payes pas du tout imposé de la même manière. Si, non, mais un élu paye moins d'impôts qu'un salarié. Ah bon? J'adore. Tu veux dire les impôts sur le revenu? Oui. Ah d'accord. C'est pas le même taux. C'est pas que c'est le même taux, c'est que toi et moi, et n'importe le caméraman, si nous avons plusieurs boulots, c'est sur le cumul de nos revenus que l'on paye des impôts. Oui. Donc, tu as 3 travaux à 1 000 €, ça te fait donc 3 000 €. Donc, tu passes dans un taux d'imposition de 15 à 30%. Tu me suis? Ouais. Un élu, non. Un élu, ça paye des impôts sur chaque mandat. Et les indemnités ne sont pas cumulables par rapport aux revenus. Ah oui. Donc, un élu qui a 2-3 revenus à droite et à gauche, il paye des impôts. Quand je dis 2-3, maintenant ça peut être 4 ou 5. Il paye des impôts sur chaque. Donc, s'il paye une indemnité de 2 000 €, il paye des impôts sur 2 000 €. Ouais, s'il en a une de 3 000 €, il paye 3 000 €. Mais les taux, il ne payera pas sur 5 000 €. D'accord. Donc quand tu calcules au cumul, un élu qui a plusieurs mandats, et ça s'est un petit peu arrangé par rapport, paye 2 fois moins d'impôts sur le revenu que nous. Un élu peut cumuler comme il veut toutes ses retraites d'élu. Toi, non. D'accord. À un moment donné, tes retraites d'élu cumulées, ça passe pas comme ça. Et avec la réforme des retraites, ça n'a pas changé? Non. Pour les élus, ils ont touché à tout, sauf aux élus et à l'armée, et aux policiers. Les policiers ont toujours autant d'avantages, l'armée a toujours autant d'avantages, et les élus, ils ont dépoussiéré à la marge. Mais être élu aujourd'hui, au niveau revenu, au niveau impôt, au niveau retraite, mais c'est un bonheur. Alors, effectivement, ils ont dépoussiéré, donc c'était le 15 septembre 2017, avec cette fameuse... Là, ils ne sont pas dépoussiérés, là. Ils ont manipulé. Ouais. Non, il n'y a rien dans la loi sur la transparence, il n'y a rien qui va... Non, je cite un truc vachement simple que je voudrais bien que les gens me disent. Donc on est là entre nous, entre amis, entre sympathiques. Depuis 2017, donnez-moi un seul bienfait qui a atterri dans la poche du peuple. J'écoute. Justice? Justice? Rien. École? Rien. Code du travail? Rien. Hôpital? Rien. Citez-moi un seul bienfait qui a bénéficié dans la poche du justifiable. Un seul.
Non, c'est vrai, c'est de pire en pire. C'est ça. Je veux juste qu'on m'explique. Hein. Moi, je suis à dire, par contre, 4,40 pendant la pandémie a explosé. Les bénéfices total, là, vient même cette année en 2025, d'exploser ces bénéfices. Les autoroutes, 26% de bénéfices chaque année. Mais c'est génial. Alors, bon, Et dans ce que je dis est factuel. Hein. Tout à fait. Alors, dans cette loi quand même de 2017, il est question de la suppression de la réserve parlementaire quand même. D'abord, ils ne l'ont pas supprimée, ils l'ont remplacée par autre chose, et là, ils parlent de la remettre totalement. Ça a été fait? Ils sont en train de le faire. Et la réserve supplémentaire n'a pas été supprimée. Elle a été transformée. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours bénéficier de mannes financières, mais il faut qu'ils demandent quelques pseudo-autorisations. Vous pouvez expliquer ce que c'est cette réserve parlementaire? C'est un argent à disposition des sénateurs et des députés qu'ils pouvaient distribuer qui ils voulaient et quand ils le voulaient. Et ce qui a donné lieu à une époque à des énormes détournements, parce qu'il y a plein d'élus, par exemple, qui montaient des associations bidons, avec bizarrement leur femme comme présidente, ou leur fils, ou leur mari. Ils mettaient l'argent de nos deniers publics dans cette association, et ni vu ni connu, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. C'était ça, la réserve parlementaire. Et il y a eu tellement d'abus qu'ils ont été obligés de la nettoyer. Oui, et on ne connaissait même pas en fait le nom de ces associations. C'était discrétionnaire. Encore une fois, il n'y avait pas de contrôle. Comme pour les IRFM. Aujourd'hui en France, il faut que vous le sachiez, n'importe quel salarié, n'importe quelle fonction sont contrôlés. La seule fonction qui n'est pas contrôlée, c'est celle d'élu. Ou avec des pseudo-contrôles, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que l'argent que dépense un député, il est contrôlé une fois par mandat. Une fois par mandat. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Il y a encore des zones, des pans entiers de zones d'ombre où le questeur de l'Assemblée nationale, le questeur du Sénat, fait ce qu'il veut avec l'argent public. Je le mets dans le livre d'ailleurs sur la manne financière que se distribuent les sénateurs tous les mois, dont ils avaient donné un nom de code qui s'appelait les chocolats du Sénat. C'est-à-dire que tous les mois, les sénateurs recevaient une petite enveloppe avec de l'argent liquide dedans qui se montait jusqu'à 4 000 € par mois. 117 sénateurs en ont bénéficié pendant plusieurs années, y compris un type qui s'appelle Monsieur Retailleau. D'ailleurs, je vais vous donner un truc pour Monsieur Retailleau. Vous savez comment je l'appelle? Monsieur 3. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous vous rappelez d'une émission de télé il y a 20 ans où il y a un célèbre animateur qui faisait des jeux d'interville ou je sais pas quoi, où on posait des questions à des villes pour qu'ils gagnaient. Et il a été viré du jour au lendemain parce qu'on s'est aperçu qu'il avait truandé en donnant les réponses aux représentants de la ville où il était. Vous vous souvenez pas de cette affaire? J'adore les gens n'ont pas de mémoire pour ça. Et donc, ça se terminait par O, le nom de cet animateur, qui était très très connu à l'époque. Hein. Vous fouillez dans les archives. Il a été viré du jour au lendemain. Et donc, pour donner la réponse, il y avait 3 possibilités de réponse quand il posait les questions. Quand c'était la réponse 1 qui était bonne, il faisait 1 avec son pouce sur sa jambe. Quand c'était la réponse 2, il faisait 2. Et quand c'était la réponse 3, ça faisait 3. Et il s'est fait gauler un jour parce qu'on a vu qu'il faisait 3 avec ses doigts, qu'il les mettait là, et que donc la personne en face répondait à la question numéro 3. Et bien, le nom de la personne qui répondait à la question numéro 3, c'était Monsieur Retailleau, qui donc faisait partie de la tricherie, qui donc faisait partie de la supercherie. Et ça, les gens ont vite oublié. Mais il était élu? Ah bah oui, c'était le second de Monsieur De Villiers. Ouais, c'est ça. Et Monsieur De Villiers voulait absolument que le Puy du Fou gagne ces jeux télévisés à la télé. Et moi, depuis, je l'appelle Retailleau 3. Les gens ont oublié, mais pas moi. La faculté que j'ai, c'est justement de garder dans ma tête tous ces petits détails anodins qui sont des tâches sur la vie de nos élus qui veulent être propres. Et Monsieur Retailleau, d'ailleurs, a touché les chocolats aussi, du Sénat. Et bizarrement, lui, il a été plus intelligent que les autres parce qu'il a appelé ça des remboursements. Donc, il a fourni quelques justificatifs. Mais c'était comme de l'argent qu'il ne devait pas toucher. Puisque c'est de l'argent liquide en plus de leurs indemnités, de leurs remboursements et de leurs frais de représentation. Et ça a duré pas mal d'années. Hein. Et d'ailleurs, je me demande où en est le dossier. J'ai l'impression que le dossier est un peu étouffé. Mais il y a pire au Sénat. Au Sénat, il y a un truc qui fait que quand un sénateur prend sa retraite, j'ai le nom dans le livre, je ne sais plus comment ils appellent ça, il y a un nom de code aussi, il lui donne une enveloppe
pour son départ en retraite avec de l'argent liquide dedans. Moi, j'hallucine, quoi. J'hallucine. Les mecs qui se palpent du 20 000 € par mois, en tout, si on comprend tous les machins, ils partent à la retraite et on leur file en plus du mon pognon, ton pognon, dans une enveloppe le jour où ils partent à la retraite au cours du petit pot de départ au Sénat. Il faut que les gens le sachent. Ces gens-là qui pleurent, que le travail est dur, qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils peuvent plus, qu'ils ont trop de travail, qu'ils sont pas assez payés. J'en entends certains qui te disent qu'ils sont pas assez payés, qui viennent bosser en usine un petit peu, ils vont voir ce que c'est que de pas être assez bien payé, qu'on fait 2 heures de transport, d'aller faire tes courses, de donner à manger à tes gosses et de repartir. La plupart de ces gens-là, malheureusement, et que je suis pas anti-parlementaire, qu'on soit pas d'accord, maintenant, la plupart de ces gens-là ne savent pas ce que c'est que le travail. Ils ont jamais travaillé. Manuel Valls n'a jamais travaillé. Mélenchon n'a jamais travaillé. Pardon. Mélenchon a fait 3 mois de professeur dans une école, je crois. Donc il dit qu'il a beaucoup travaillé. Donc, ces gens-là ont travaillé, donc ils ne savent pas ce que c'est. Ces gens-là ne connaissent que le restaurant. Ces gens-là ne savent pas ce que faire les courses. Ces gens-là qui votent des lois pour qu'on ne puisse plus se servir de nos voitures avec les zones à forte exclusion. Ces gens-là ont tous un chauffeur, ont tous une voiture de fonction. Donc ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir une voiture critère 3, de l'entretenir, de ne pas pouvoir se payer une voiture critère 2. Et on va t'empêcher de circuler dans Paris et aux alentours. Ces gens-là sont complètement hors sol. C'est avec son IRFM que Mélenchon s'est payé. Oui, c'était avant. C'est sa permanence politique qu'il a revendue en faisant un sacro bénéfice. Et d'ailleurs, qu'il louait pendant qu'il la remboursait. Donc c'est un truc de fou, quoi. Mais à l'époque, si tu préfères, c'était immoral, mais c'était légal. Mais monsieur Mélenchon, qui se dit le chantre, et je ne suis pas anti-Mélenchon, qu'on soit clair, qui se disait le chantre de la pureté, bah lui aussi, il a mis les doigts dans la confiture. Faut juste le dire, qu'ils le disent au lieu de nier comme ils font tous, quoi. Quand vous voyez que ça a commencé, on l'a vraiment su avec Cahuzac, les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte en banque en Suisse. Aujourd'hui, ils nient tous, alors que il y a les preuves. On dirait que c'est devenu normal de nier qu'ils font des malversations. Monsieur Dupont-Maserati ne comprend pas qu'on l'embête pour 300 000 € qu'il a oublié de déclarer sur ses revenus. 300 000 €. Et encore, quand je parle de cette affaire-là, Dupont-Maserati, il en a plein d'autres au cul des affaires, qui ne sortent pas. Il était ministre de la Justice. Donc si jamais ça sort, de toute manière, on va les étouffer. Pour l'IRFM, vous parlez également le cas d'Alain Touré. Ah, Alain Touré, que j'ai bien connu, oui. Qui estimait qu'on n'avait pas à s'en mêler. Il disait qu'il n'allait pas déclarer ses tickets de caisse au McDonald's, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est des gens qui sont malhonnêtes, dans le fond, et qui s'estiment au-dessus des lois, et qui estiment qu'on n'a pas à leur demander à eux des comptes sur l'argent qui nous appartient à nous. Je ne sais pas si je suis clair dans mon langage. Alors que nous, on doit tout justifier d'après eux au centime près. Je dis bien au centime près. Aujourd'hui, si jamais tu vas travailler n'importe où, etc., si tu ne le déclares pas, tu risques les foudres d'un tas de trucs. Et eux se permettent de trouver outrés qu'on leur demande des justificatifs. D'ailleurs, c'est bien simple à comprendre. Dans toutes les entreprises en France, dans toutes les entreprises, tu commences par avancer l'argent et le comptable te rembourse. Derrière ton petit ticket où tu as été restaurant, tu es obligé de marquer avec qui tu as déjeuné, pourquoi, quand, sinon tu peux être même mis en examen pour abus de biens sociaux. Un élu, non. Moi, on se battait avec Hervé Le Breton et avec Lavrier à Grenoble pour que les élus qui ont assez d'argent avancent les frais. Et après, on les rembourse. Sur justificatif. T'as pas de carte bleue. En fait, ils n'ont pas de carte bleue. Si, ils ont quand même une carte bleue. Mais si, ils ont une carte bleue pour tirer du liquide. Ouais, c'est ça. Le type que j'ai eu dans le bouquin qui se droguait avec l'argent de l'Assemblée nationale, il allait régulièrement tirer de l'argent pour s'acheter ses doses dans les DAB. Ils ont une carte bleue, mais c'est pas logique. Non, mais pour payer le restaurant aussi, j'imagine. Mais si, ils en ont une. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Moi, je dis que ça devrait être leur carte bleue, et ils remboursent après. Ou alors, on met une somme au départ, qu'on réapprovisionne au moment où, à chaque fois qu'elle se vide, sur justificatif. Alors, cette loi de transparence, votée et promulguée par Bayrou... l'éphémère Bayrou, garde des Sceaux. Ouais. Qui était à cette époque-là, en fait, mis en examen pour emploi fictif à la région, à l'Europe. D'ailleurs, à ce sujet, je précise bien et j'affirme que tous les partis politiques faisaient pareil.
tous les partis politiques truandaient et avaient les emplois fictifs de leurs assistants. Sauf qu'il y en a qui l'ont bien maquillé, il y en a qui l'ont mal maquillé, et Marine Le Pen a mal maquillé. Mais si elle morfle, c'est pas normal que les autres ne morflent pas. C'est pas normal que Bayrou, par exemple, soit passé à travers. D'ailleurs, on a fait appel, donc il est remis en examen. Qu'en est-il de la limitation du cumul des mandats dans le temps ? Rien, c'est encore une belle loi qu'a essayé d'instituer M. Bayrou et M. Macron, en disant chaque élu ne pourra pas faire plus de 3 mandats successifs. C'était déjà pas mal, hein. Donc 3 fois maire, 3 fois député, et après tu pouvais plus. Et puis en fin de compte, ils ont mis ça sous le tapis. Gentiment, encore une fois, Macron est le roi de la communication. Et le problème, c'est que la communication qu'il fait en premier a toujours plus d'écho que ce qu'il ne fait pas derrière. Ouais, mais c'est dans la loi quand même, là. Ça. Pardon ? Le non-cumul des mandats, c'est quand même dans la loi, non ? Mais non. C'est pas dans la loi de transparence. Mais rien du tout. C'est dans l'annonce de la loi, mais ça n'a pas été voté. Il y a des élus qui font 5 mandats successifs, 6 mandats successifs. Il y a des élus qui font le même mandat à vie. Oui, vous faites la liste des différents cumuls où on arrive à des... Ah mais des trucs de fou. Celui qui en avait le plus, c'était Delabarre, il avait 46 mandats en même temps. C'est des mecs qui sont des surhommes. Parce qu'on vous parle souvent des mandats obligatoires, mais après il y a les mandats référencés. Mais par exemple, un élu peut avoir des mandats dans différentes SEM. Ça compte pas dans le cumul des mandats. Ça compte pas. Donc les fois, il y en a qui arrivent à avoir 5, 6 mandats comme ça, des trucs. C'est des surhommes. C'est comme si vous aviez dans la même journée 3 fois 8 heures dans 5 entreprises, 3 fois 8 heures dans 3 entreprises différentes. Et ben eux, ils arrivent à le faire, dis donc. Je sais pas comment ils font, hein. C'est vraiment des surhommes. Alors, moi, j'avais bien une proposition par rapport à ça, c'est que, ok, je ne supprime pas le cumul des mandats, par contre, je supprime le cumul des indemnités et des frais. J'ai comme l'impression que là, il y aurait beaucoup moins de monde qui cumulerait. Parce que ce que les gens oublient de dire, et ne savent pas, c'est qu'à chaque cumul, il y a des mecs, par exemple, il y a des gros mensonges de bénévolat, où Madame Ségolène Royal, ça vous parle, qui a donc été ambassadrice de la banquise, je sais pas quoi, à un moment donné. C'est ça, pour le pôle Nord, je sais plus quoi, pour le pôle Nord et le pôle Sud. Elle avait ça comme mandat bénévole. Sauf qu'elle avait 100 000 € de représentation par an, dont elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Monsieur Bayrou, qui était patron du plan, ou je sais pas quoi, là, du grand plan, je sais pas quel plan, etc. Lui, il avait 500 000 € à disposition par an. Donc c'est du bénévolat payé pour ces gens-là. Moi, j'ai du mal à ce que les gens, au moins, ne le sachent. Je voudrais bien que les gens sachent tout ça, parce qu'ils s'annoncent comme des grands bénévoles, comme des altruismes, et c'est pas vrai. Quand ils disent qu'ils ont plusieurs mandats, mais c'est pour le bien du peuple. Ben oui, mais pourquoi tu fais pas de façon bénévole ? Ces indemnités ou ces subventions sont encore d'ailleurs mieux en termes d'impôts, parce que tu ne payes pas d'impôts sur le revenu. Non, si tu payes des impôts, mais tu payes souvent des impôts à la source. Donc c'est pas si simple que ça. Il y en a où c'est net d'impôts, mais la plupart des indemnités, tu payes des indemnités à la source. Tu payes des impôts à la source. Et c'est pour ça que c'est pas cumulable avec les autres, puisque tu payes à chaque fois à la source de ton mandat. D'accord. Donc l'addition de ce que tu gagnes ne donne pas lieu à impôt. Alors cette loi de confiance dans la vie politique, désolé, je reviens toujours sur cette loi de 2017, devait mettre fin aux emplois familiaux. Alors ça a mis l'emploi aux emplois familiaux officiels. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avant, il y en avait, et M. Fillon est bien placé pour le savoir, une tendance à embaucher sa femme, son fils, son frère, alors qu'ils ne mettaient jamais les pieds à l'Assemblée ou qu'ils ne mettaient jamais les pieds au Sénat. Donc ils ont dit on arrête. Alors ok, aujourd'hui tu ne peux plus embaucher ta femme, par contre tu peux embaucher la femme du député d'à côté. Là tu as le droit. Et le député d'à côté peut embaucher ta femme. Là il a le droit. Tu peux toujours continuer à embaucher ta maîtresse, ton amant. Là on a le droit. Mais ta femme en titre, tu n'as pas le droit. Donc c'est une foutaise. C'est une foutaise et c'est rien, parce qu'en plus ils ont même pas tapé sur les compétences. Moi, je l'ai vu personnellement. J'ai donc un sénateur que je connaissais bien, qui a embauché comme assistante parlementaire très très bien payée, puisqu'il était sénateur, une de ses maîtresses qui avait un CAP de coiffure. Alors, c'est vrai que très honnêtement, cette nana-là, quand tu lui demandais de te faire les ongles, mais vraiment, elle savait le faire, mais vraiment bien, quoi. Par contre, les discours, le travail de sénateur, pas grand-chose. Donc là, ils ont
pas changer la loi, c'est-à-dire que tu peux toujours embaucher ta coiffeuse comme assistante parlementaire. C'est la loi qu'ils ont changée sur les emplois familiaux. Donc c'est plus des emplois familiaux maintenant, c'est des emplois avec ses maîtresses ou ses amants. Afin d'éviter des conflits d'intérêts, la possibilité pour un parlementaire d'exercer une activité de conseil à titre individuel a été restreinte également. Oui, c'est ça. Ouais. Parlez-en à Rachida Dati. C'est quoi le cas de Rachida Dati, elle a 900 000 € en tant que députée européen. En ce moment qu'on sait, parce que moi je pense que c'est plus aux alentours de 2 millions d'euros de contrats qu'elle avait signés avec le type là qui est parti dans une balle. Elle a signé des contrats avec l'Azerbaïdjan, enfin elle en a fait un pas mal. Hein. Donc c'est aussi des trucs qui ne sont pas respectés. Encore une fois, ils te posent des lois qu'ils détournent à leur avantage. C'est le cas de Koller aussi? Alors Koller, il n'est pas élu. Oui. Donc il ne faut pas confondre. Koller, c'est autre chose. C'est une saga familiale. Donc Koller, il a plusieurs mises en examen, il est dans une famille d'armateurs, il a procédé à des votes qui ont favorisé sa famille, dans lequel il n'aurait jamais dû être. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'être jugé parti en France. C'est-à-dire que quand tu es conseiller municipal et qu'on vote, par exemple, sur un terrain qui t'appartient, tu n'as pas le droit d'être dans le conseil et tu dois te déporter, tu dois sortir de la salle. Et Koller, il a voté, il a favorisé plusieurs choses pour sa famille d'armateurs. Donc, comme c'est un très grand copain à M. Macron... Il est secrétaire général de l'UE. Depuis 2017, hein, M. Macron le protège à mort, et c'est aussi pour ça qu'ils ont retiré l'agrément, entre guillemets, pendant un certain temps, à l'association Anticorps, qui était une des rares associations à se porter partie civile contre ces gens-là, pour ne pas étouffer les affaires. Sur cette affaire-là? Ah oui, Koller, nous on s'est porté partie civile contre M. Koller, on s'est porté partie civile contre M. Bolloré, on a remis sur le tapis en se portant partie civile sur l'affaire Ferrand, sur l'affaire Benalla, si Anticorps n'avait été pas là, il y a plusieurs parties du dossier qui auraient été effacées. Donc Anticorps est de salubrité publique. Quelle est l'affaire concernant Bolloré? Alors Bolloré, je ne peux pas trop en parler, mais c'est des affaires qui sont en rapport avec le Togo. Des trucs sur des ports où il a plus ou moins, entre guillemets, magouillé pour avoir des autorisations. Et c'est des choses très très graves quand même. Et si Anticorps n'était pas là, ces affaires-là, il y a longtemps qu'ils auraient été étouffés. D'ailleurs, moi je suis patron dans le 89, dans Lyon. Hein. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Si les habitants de Lyon adhérer à Anticorps, on a besoin de nombre. Le nombre les fait plier. Donc pour adhérer à Anticorps, c'est portail@anticorps.org. Le Conseil constitutionnel a censuré l'article de la loi organique supprimant la réserve ministérielle au profit qu'il porte atteinte à la séparation des pouvoirs. Oui, c'est bien. Je ne suis pas sûr que ça soit fait vraiment, mais bon, je suis pas sûr vraiment. En plus de ça, je l'ai mis dans le bouquin. Ils ont supprimé ça. Non, ils ne l'ont pas supprimé pour les ministres. Ils l'ont supprimé pour les députés, en partie les sénateurs, mais pas pour les ministres. Faudrait que je vérifie. Mais de toute manière, même quand ils l'écrivent, ils ne le font pas. Même quand ils l'écrivent, ils ne le font pas. Rappelez-vous M. Balladur, qui a déclaré que les 500 000 € qu'il avait récupérés en tant que Premier ministre, c'était des gains, des t-shirts et des gobelets vendus sur sa campagne électorale. Alors que ça faisait partie des fonds secrets de l'Élysée. Rappelez-vous M. Guéant, qui quand même s'est fait condamner pour de l'argent liquide qu'il a détourné, qui était versé au profit des policiers. C'était une manne financière liquide qui arrivait tous les mois au ministère de la Justice, qui était au ministre de l'Intérieur, qui redistribuait dans des enveloppes aux salariés. Il a détourné ce pognon, il a été condamné, donc c'est bien que la preuve que ça existait. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, ça existe encore. Il n'y a pas de contrôle vraiment. Concernant les avantages des politiques, vous citez également tous les avantages dont bénéficient les anciens présidents et anciens premiers ministres. Oui, je donne la liste, mais ça, c'est pas énorme. Moi, par rapport, je le mets pour que les gens comprennent bien, parce que ça, c'est ce que j'appelle de la manipulation populaire. Ok, les anciens ministres, pas tous, les ministres de l'Intérieur, le Premier ministre, le Président de la République, ont droit à certains éléments, mais à la limite, c'est normal qu'un président de la République, quand il n'est plus président, il ait droit à un garde du corps, il ait droit à une certaine déférence. Quand il y a des abus, comme par exemple M. Valéry Giscard d'Estaing faisait, oui, on doit les restreindre. Valéry Giscard d'Estaing, il avait jusqu'à 14 serviteurs. 14 serviteurs.
Donc là, c'était abusé. Je vais même vous donner un exemple par rapport à ça. À un moment donné, je ne sais plus quel ministre a dit, bon, parce qu'on arrête les conneries, allez, on retire 2 serviteurs à M. Valéry Giscard d'Estaing. Il est rentré dans une rage noire, il a fait le tour de tous les ministères en tapant sur la table, et on lui a laissé jusqu'à sa mort ces 2 serviteurs en plus. Là, il y avait de l'abus. Parce qu'il faut savoir que ça ne se voit pas trop dans les budgets, parce que par exemple, Valéry Giscard d'Estaing, quand il avait 14 serviteurs, c'était plusieurs ministères qui les payaient. Donc quand tu regardais les chiffres, tu avais l'impression qu'il n'en avait que 3. Référencés, payés par Matignon ou par l'Élysée. Non, non, non. Il y en avait plein d'autres qui étaient payés par d'autres ministères. Là, il y a eu des abus. Mais aujourd'hui, ce qu'on verse à un ancien ministre de l'Intérieur ou à un Premier ministre, c'est peanuts, il faut arrêter, quoi. Il y a des détournements d'argent beaucoup plus importants. Je vous ai parlé, je ne sais pas si je vous ai parlé tout à l'heure de l'affaire Arnaud et Bolloré, qui ont été condamnés il n'y a pas longtemps. Monsieur Arnaud devait 1 milliard d'euros. C'était la loi. Il a payé que 12 millions d'euros en amende. De l'argent, il y en a qui est truandé. Là, j'ai aussi, je le mets dans un de mes livres, un marchand d'arbres qui était condamné à 93 millions d'euros d'amende pour détournement fiscal. C'est-à-dire que la justice avait réussi à prouver qu'il avait détourné 93... Il était condamné à 93 millions d'euros d'amende parce qu'il avait détourné de l'argent fiscalement. Il négocie, il paye que 33 millions. Donc de l'argent, il y en a. C'est-à-dire qu'on lui a fait une ristourne de 60 millions d'euros. Par rapport à ce que nous coûte un président de la République à l'année, c'est peanuts. Mais j'ai mis les chiffres pour que les gens les aient. Ouais, c'est ça, vous en référencez une quinzaine. Oui, en fait, bah il y a 15 anciens premiers ministres, oui. Jusqu'à Gabriel Attal. Ouais, moi, qui a été pas les chiffres, qui a été Premier ministre que quelques semaines, quelques mois. Voilà, j'ai pas les chiffres. Oui, mais moi, ça me gêne pas, ça. Je trouve ça beaucoup plus grave, les détournements d'argent de certains élus qui se chiffrent par millions d'euros pendant plusieurs années. Je trouve beaucoup plus grave l'évasion fiscale qui se monte... L'évasion, pardon. Faut que je fasse attention à ce que je dis. L'optimisation fiscale qui se monte aujourd'hui à 1200 milliards par an. Non, 120 milliards par an. Je ne sais pas ce que vous voyez, ce que ça fait, 120 milliards par an. C'est énorme. Ouais. Alors qu'on a 60 milliards de dettes. Ouais. Bah, ça ne concerne pas les politiques, ça. Mais ça concerne qui? Non, mais ce que je veux dire, c'est pas les politiques qui touchent, c'est l'évasion fiscale. C'est l'évasion fiscale des entreprises. Et parce que vous croyez que pour qu'ils arrivent à évader 120 milliards, les politiques ne sont pas dans le coup? Non, mais vous rêvez? Qui c'est qui a passé des accords avec Macron pour que M. Saadé, qui est un multimilliardaire, ne paye que 2% d'impôts? Qui c'est qui a reçu Apple il n'y a pas longtemps à l'Élysée, et Apple qui paye que dalle en impôts en France? Donc c'est bien qu'il y a une ouverture d'esprit et une concomitance entre les organismes économiques et les organismes politiques, parce que dites-vous bien, qui paye les campagnes électorales des politiques à ce niveau-là? Vous savez combien coûte une campagne électorale présidentielle? 50 millions d'euros. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai, il y a un type qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler. Les autres campagnes, c'est à peu près ça. Vous les avez, les 50 millions? Moi, je les ai pas. Donc quand on vous prête 50 millions par différents moyens que je vous ai exprimés tout à l'heure, jusqu'à 60 000 ou 100 000 euros par personne, les mecs, ils veulent des remboursements. Donc je dis qu'il y a une atmosphère peureuse entre les politiques et les grands organismes économiques. Sinon, les politiques taperaient sur la table. Comment ça se fait que M. Saadé ne paye que 2% d'impôts sur les milliards de bénéfices qu'il fait tous les ans? 2% d'impôts. Nous, on est taxés à 50%. Ouais, vous parlez concernant les entreprises, vous parlez des procès Bayon. C'est un nouveau système aujourd'hui pour réguler la liberté d'expression dans un seul sens. C'est-à-dire qu'on vous fait comme ils ont beaucoup d'argent, ils vous font des procès qui coûtent très très cher parce qu'ils embauchent des avocats très élevés. Et puis pendant 5 ans, vous êtes coincé, même si vous allez gagner parce que vous dites la vérité. Pendant 5 ans, vous êtes emmerdé. Pendant 5 ans, vous êtes obligé de faire des mémoires, vous êtes obligé de vous déplacer, d'aller sur les différents procès, d'aller faire le référé en première instance, en appel, en cassation. Ils vont jusqu'aux droits de l'homme. Ils perdent à la fin, ils n'en ont rien à faire, mais vous êtes emmerdé pendant 5 ans. Et c'est un message aussi pour les autres. Attention, si vous écrivez n'importe quoi, je vous fais un procès. C'est une nouvelle méthode aujourd'hui pour étouffer toute rébellion. Comme ils ont beaucoup d'argent, ils s'en foutent.
eux, te faire un procès qui va leur coûter, je vais dire une bêtise, à la finale 100 000 euros, ils s'en foutent. Toi, tu les as pas, les 100 000 euros. Toi, tu peux pas te payer un avocat comme eux se payent des avocats. Et toi, tu es emmerdé pendant 5 ans. Ce que vous dites d'ailleurs également pour les hommes politiques, c'est que c'est pas eux qui payent leur procès. Mais non. Il y a ce qu'on a, ça dépend pour lesquels. Moi, je milite. Alors, la protection fonctionnelle, c'est normal. Moi, je veux dire, un élu, aujourd'hui, tu peux être mis en examen quand tu es élu pour n'importe quoi. C'est-à-dire, le petit élu de campagne, tu as le panier de basket qui se casse la figure parce qu'il y a une vis qui était mal mise. Le responsable, c'est le maire. Donc c'est normal que dans le cadre de son boulot, il ait une protection fonctionnelle. Je dis simplement que si le maire perd, il faut qu'il rembourse. Et aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des gens qui savent organiser leur insolvabilité. Et là aussi, c'est pas normal, je le dis et je l'écris dans le bouquin, c'est que souvent, il y a des affaires où les mairies ne se portent pas partie civile. Partie civile, ça te permet de rembourser, d'attaquer, de demander des dédommagements. Donc il y a des mecs qui détournent, et bizarrement, quand ils se portent par partie civile, c'est un de leurs copains. J'ai une très affaire que j'ai mis dans ce bouquin, mais j'ai mis dans un autre, sur le maire de Rambouillet. Le maire de Rambouillet, c'est Larcher. Un monsieur qui mange beaucoup, qui s'achète des fauteuils à 34 000 euros. Là. Président du Sénat. Ouais, c'est ça. Donc maire de Rambouillet, à un moment donné, sur Rambouillet, il y a un de ses élus qui a détourné, écoutez bien, 20 millions d'euros. Détourné, mal géré, etc. Comment Alors comment, je n'ai pas le dossier en tête, mais il a détourné 20 millions d'euros, c'était un truc sur la flotte, enfin je sais pas quoi. Vraiment un truc très grave. Procès, condamné, le mec avait organisé son insolvabilité. Donc pas possibilité de récupérer les 20 millions d'euros. Tu me suis, c'est 20 millions qui manquaient dans la caisse de la commune quand même. La mairie ne s'était pas portée partie civile, parce que c'était un copain à Larcher. Donc les 20 millions d'euros, qui étaient déjà de l'argent qui avait été volé aux habitants de la ville de Rambouillet, se sont retrouvés dans les impôts futurs de la ville de Rambouillet. C'est-à-dire que les gens ont payé 2 fois 20 millions d'euros parce que la mairie ne s'était pas portée partie civile. Ça, pour moi, ça devient inadmissible. Et bien ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des mairies, selon que tu es un copain ou selon que tu n'es pas un copain, eh ben on va pousser un peu plus loin la justice. Et on voit. J'ai un deuxième exemple qui est bien précis par rapport aussi sur le remboursement fonctionnel. La protection fonctionnelle des élus, c'est l'affaire des gens qui sont morts à Sanary, je ne sais plus où, qui ont été noyés dans les maisons parce que c'était en maison inondable. Tu sais, je ne sais plus quelle ville c'était. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dossier. Donc le maire a été mis en examen, le maire est condamné en première instance, et là ils vont en appel. L'appel est transféré dans une autre ville. Tu me suis ? Donc les victimes, les parents, les enfants des gens qui étaient morts dans les maisons, sont obligés de prendre leur petite bagnole, de se mettre à 4 dans la voiture, d'aller au procès à 70 km, de loger dans un Formule 1 parce qu'ils n'ont pas les thunes, etc. Et payer ça de leur poche. Le maire qui avait la protection fonctionnelle, lui, il prenait un taxi, il logeait dans un hôtel 3 étoiles, il allait dans les grands restaurants. Alors qu'il avait déjà été condamné en première instance. Et même s'il perd, comme c'est la protection fonctionnelle, il n'aura pas à rembourser. Ça, c'est pas logique. Quels sont les avantages des politiques qu'on n'a pas encore évoqués et qui vous semblent totalement surréalistes ? Il y en a un que je commence à répondre partout, c'est, écoutez bien, ce que je vais vous dire est factuel. Donc c'est preuve à l'appui. C'est le chèque qu'on donne aux ex-députés, leurs femmes et leurs enfants à charge, aux ex-sénateurs, leurs femmes et leurs enfants à charge, quand ils meurent. On a découvert, avec quelques amis, et c'est paru dans la presse, que chaque ex-député, donc tu as été député il y a 20 ans, tu n'es plus député, tu as été agriculteur, tu meurs. Tu recevais un chèque de 18 000 euros de l'Assemblée nationale. Ta femme mourait, alors que tu es un ex-député, tu recevais un chèque de 18 000 euros de l'Assemblée nationale. 20 ans après. 20 ans après. Tu avais un enfant encore à charge en étant en ex-député, ton enfant à charge mourait, tu recevais un chèque de 18 000 euros. On a foutu le bordel dans la presse et ça s'est su. Donc les députés, comme d'habitude quand ça se sait, rectifient le tir. Donc maintenant, un ex-député, leurs femmes et leurs enfants à charge touchent plus qu'un chèque de 2 500 euros. En gros, j'ai travaillé chez Renault
à une époque, j'ai quitté Renault, je meurs 20 ans après, maintenant on me donne plus que le volant. Avant on me payait la voiture, on me redonnait une voiture. Mais on a essayé de faire la même chose avec les sénateurs. Et les sénateurs, les ex-sénateurs, comme on l'avait déjà fait paraître dans la presse pour les députés, la presse, malheureusement, a dit « bon, on l'a fait une fois, Philippe, on ne va pas le faire une deuxième fois ». Donc comme ce n'est pas paru dans la presse, les ex-sénateurs, leurs femmes et leurs enfants à charge, quand ils meurent, touchent encore en moyenne un chèque de 22 000 euros. Ça vaut le coup de mourir quand tu es un ex-sénateur. C'est pour ça que je le dis dans mes livres. Hein. Épouser un élu. C'est rentable. Ce sont les pensions de reversion des élus. Hein. Alors ça, c'est pas une pension de reversion, c'est un chèque. C'est un chèque. Les pensions de reversion, ils ont aussi des avantages. Je crois que c'est 60% sans plafond, alors que nous, par exemple, ma belle-mère, quand mon père est mort, s'est retrouvée avec une pension de reversion de 227 euros par mois. 227 euros par mois. Un élu, c'est pas plafonné. C'est 60% sans plafond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, réfléchissez bien, quand un élu touche plusieurs retraites, par exemple, Monsieur Hollande, que je connais un petit peu, doit avoisiner dans les 26 000 euros de retraite mensuelle. À peu près, hein, je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Hein, mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus de 20 000 euros. Alors qu'il est encore député, et il touche encore de l'argent pour député, et il touche... eux, c'est cumulable. Nous, non, mais eux, c'est cumulable. Madame Julie Gaillet va toucher 60% des 20 000 euros de Monsieur Hollande quand celui-ci va décéder. Ça aussi, c'est d'un des avantages incompréhensibles à des gens qui nous demandent à nous de nous restreindre, qui nous demandent à nous de réduire notre retraite, qui nous demandent à nous de faire des économies. Les économies, c'est pour le peuple, mais c'est pas pour les élus. Aujourd'hui, les élus, ils sont encore complètement dispendieux. Quand vous voyez combien coûte au Sénat, le restaurant du Sénat, 4 ou 5 étoiles, alors que ces gens-là ne payent que 15 balles le repas, quand vous voyez que, et ça existe toujours, qu'ils ont coiffeur à gogo à la députation, parce qu'il faut que madame puisse aller chez le coiffeur avant de rentrer dans l'hémicycle, je crois qu'ils doivent payer comme 7 ou 8 euros de coiffeur, un coiffeur 5 étoiles. Je comprends pas, c'est les gens qui ont le plus d'argent qui payent le moins. Expliquez-moi. Aujourd'hui, les femmes élues, j'ai rien contre vous mesdames, hein, n'allez pas me foutre un MeToo au cul, les femmes élues se payent leur garde-robe avec leur indemnité, en plus de leur machin de député, leur ARM. Là. Il y a quelque chose qui me rend fou. Pourquoi ces gens-là peuvent se payer des robes toutes les semaines pour soi-disant aller une fois par mois dans l'hémicycle? Parce qu'en plus, si ces gens-là étaient régulièrement au boulot, mais je le mets dans le bouquin, il y a quand même des lois qui sont votées avec 10 élus dans la salle. C'est-à-dire que toi, moi, si je bosse comme professeur des écoles, si je ne vais pas dans mon cours, je me fais allumer, on est bien d'accord. Et pourtant, un professeur des écoles ou un professeur en collège, il a aussi des devoirs à faire à la maison, on est d'accord? Il a aussi des recherches à faire à la maison. Les élus peuvent aller à l'Assemblée quand ils veulent. Quand ils veulent. Et qui ne me racontent pas qu'ils sont en commission, qui ne me racontent pas qu'ils sont sur leur terrain, c'est des menteurs à 80%. Il y en a quelques-uns. Quand il y a une loi, et des lois solennelles, ils devraient au moins être là. Et bien, il y a des endroits où je l'ai repéré, il y a des lois qui sont votées avec 550 élus qui ne sont pas là sur 577. Et des lois importantes, je les ai mis dans le bouquin Pilleurs d'État encore et encore, des lois hyper importantes qui sont votées pour 20 élus, des lois qui vont obérer notre vie pour les 20 ans à venir. Est-ce que c'est normal? Tu vas dire à ton patron, bon, je viens pas demain, hein, et j'ai ma paye au complet. Parce qu'en plus, c'est là où ça devient fou. Par exemple, au Sénat, M. Larcher a institué une loi où, si les élus ne viennent pas, on leur retire des indemnités. Sauf s'ils donnent une excuse. Tu me suis? Et on a réussi à choper monsieur Larcher, d'ailleurs avec un copain qui s'appelle Ivan Stefanovic, qui écrit de très bons livres et que je vous conseille, où M. Larcher n'est pas venu au Sénat quelquefois, en fournissant une excuse, hein, qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il était malade. Bon, rien à dire, t'es malade, j'ai rien à dire. Sauf qu'on s'est aperçu que le même jour, M. Larcher était dans l'Assemblée du côté de Rambouillet en train de voter des textes dans l'Assemblée du côté de Rambouillet. Donc si t'es malade, tu restes au lit. Mais ça lui permettait de ne pas retirer des sous sur son indemnité de sénateur. Et le pire qu'on a, c'est qu'en plus, on a essayé de savoir à qui
il a retiré des indemnités dans le cadre d'une transparence. On n'a jamais pu le savoir. Là-bas, c'est le secret le plus absolu. Si toi, dans mon travail de salarié, je suis pas là, je suis désolé, c'est noté. Je suis désolé, on m'envoie un inspecteur de la sécurité sociale pour venir voir que je suis à mon domicile, que je suis malade et que j'ai 42 fièvres. Les patrons ont le droit de faire ça. Eh bien, chez les parlementaires, non. Les mecs, ils peuvent être absents, ils te font un petit mot, même des fois, c'est même pas un mot du médecin. C'est un mot personnel qui dit « je suis malade ». Il n'y a pas de contrôle. Et quand il y en a un, quand on pique les gens, je le précise, Monsieur Larcher, la plupart du temps, ferme les yeux. Je vais vous donner un exemple bien précis, que les gens ont complètement oublié. Il y a une affaire de sextype au Sénat en ce moment. Tu sais ce que c'est qu'une sexpack, hein? C'est une nana avec un mec qui copule dans l'Assemblée nationale. Tout le monde est au courant. Il y a plusieurs vidéos. Donc plusieurs sénateurs qui ont participé, je vais être clair, à une partouze dans les locaux du Sénat. Où sont passées les vidéos? Comment ça se fait que ces gens-là n'ont pas été virés? Parce qu'on connaît les noms, on a vu les vidéos, et les vidéos sont arrivées sur le bureau de M. Larcher. Et le pire dans cette affaire, c'est que donc c'est une nana qui a fait ça, qui était donc secrétaire, etc., qui a eu bizarrement de l'avancement à une de vitesse au Sénat. Elle a eu un avancement professionnel. J'ai jamais vu un avancement professionnel aussi rapide. Et donc c'est un docteur du Sénat qui a dénoncé l'affaire en disant « Vous voulez que je vous donne en mille ce qui s'est passé ?» C'est le docteur qui a été viré. Moi, je veux qu'on m'explique. Je veux qu'on m'explique pourquoi ces gens-là, quand ils font des partouzes au Sénat, qu'on a les preuves, qu'on a les vidéos, etc., tout disparaît, que la personne qui lance l'alerte sur ces trucs qui sont quand même pas normaux, puisque la nana, en plus, faisait chanter les sénateurs derrière, eh ben, c'est le docteur qui a dénoncé qu'on vire. Eh ben, c'est ça, aujourd'hui, la justice au Sénat, avec un type qui s'appelle Larcher. Et puis, on peut aussi avoir un casier judiciaire en étant élu. Que ce soit d'ailleurs à l'Assemblée, ben au oui, Sénat. Mais ça, tout le monde le sait, c'est moi qui ai référencé les 396 métiers qu'on demande pour travailler, de donner un casier judiciaire vierge. Aujourd'hui, pour travailler dans une mairie, il faut un casier vierge. Si jamais tu es condamné pendant tes fonctionnaires, tu peux être viré de ton emploi et on peut te retirer ta retraite. Par contre, tu peux diriger la mairie en ayant un casier chargé. Mais il y a pire aujourd'hui. Parce que ça aussi, c'est une loi que devait faire M. Macron et qu'il n'a pas faite. C'est une loi qui existe déjà, qui a été votée à l'unanimité des élus présents à l'Assemblée nationale en première lecture le 1er février 2017. C'est une loi auquel j'ai participé à l'écriture avec une députée qui s'appelle Donste Combe et le sénateur Cabanel. Elle a été votée le 1er février 2017 à l'Assemblée nationale. Elle est dans un tiroir de l'Assemblée du Sénat pour être en deuxième lecture au Sénat. Personne n'a sorti cette loi-là. Macron ne l'a pas pris et Macron a menti sur le casier judiciaire vierge. Je suis foudrage par rapport à ça. Mais bon, on va pas parler. Et il l'a enlevé à cause de Bayrou. Et c'est Bayrou qui a refusé que ça se fasse, il était bien en examen à l'époque. Mais c'était un argument de campagne de M. Macron en plus. Hein. Il l'avait inscrit dans son programme, page 27. Lors du débat à l'Assemblée, à la télé avec les 11 candidats, il a cité la pétition qu'on avait lancée, et il a même cité mon nom. Mais il n'a pas respecté sa parole comme d'habitude. Bayrou ne voulait pas, donc il ne l'a pas fait. Mais il y a pire que ça aujourd'hui, il faut que les gens le sachent. C'est-à-dire qu'il y a des inéligibilités élastiques. C'est-à-dire qu'ils ont fait une petite loi en disant c'est les juges qui décideront de l'inéligibilité, comme d'habitude, de dépoussiérer. Et aujourd'hui, j'ai les preuves, c'est marqué dans le bouquin, il y a des inéligibilités. Si tu es un grand élu, par exemple, il y a ton éligibilité, ça va jusqu'à la prochaine élection. C'est-à-dire que ça s'arrête la veille de la prochaine élection. J'ai un sénateur, M. Ravier, par exemple, qui a été déclaré inéligible jusqu'à la prochaine élection. Donc il pourra se présenter. Donc c'est une éligibilité de façade. Par contre, le petit élu, le petit maire de commune qui a fait une erreur administrative, etc., lui, il est condamné à 5 ans d'inéligibilité ferme. Donc là aussi, il y a une rallonge. Il y a même un truc complètement fou. J'ai vu des élus, des inéligibilités en fonction de l'élu. C'est-à-dire que tu peux être inéligible comme député, mais par contre, tu ne seras pas inéligible comme conseiller municipal dans la mairie. Donc c'est une éligibilité, tu vois, bizarrement, qui est ciblée. Et c'est légal, hein. Vous avez un nom? Je les ai dans le bouquin, j'ai plus les noms, vous les chercherez. Mais tout ça, tout ce que je dis est factuel. De toute manière. Je ne dis rien si je n'ai pas sourcé. Donc aujourd'hui, je dis, il y a des inéligibilités pour les grands élus qui sont, entre guillemets, sympathiques.
et des inéligibilités indestructibles pour 5 ans pour des élus qui n'ont pas la chance de fréquenter les bons salons ou les bons avocats. Dans votre livre, il y a 10 ans, vous aviez identifié une députée qui avait un bracelet électronique et qui siégeait à l'Assemblée. Qui siégeait à l'Assemblée nationale, mais il y a une particularité, c'est qu'à l'époque, oui, c'est une nana du Midi qui avait été condamnée, qui avait un bracelet électronique, mais qui pouvait quand même se rendre à l'Assemblée nationale, par je ne sais pas quelle jurisprudence qu'ils avaient trouvée. Et il y avait une particularité, j'ai cherché pourquoi il la laissait venir, c'est que souvent elle avait une procuration, cette femme-là. Et que donc, à l'époque, à l'Assemblée nationale, il y a des textes entre la gauche et la droite qui se jouaient à 1 ou 2 voix. Le fait qu'elle vienne avec une procuration, ça faisait basculer les votes d'un côté ou de l'autre. Donc du coup, il a laissé venir. Et elle avait détourné beaucoup d'argent, cette femme, hein, quand même. Elle n'est plus députée, là. Elle n'est quand même pas repassée. Mais ça prouve bien que la justice, et bizarrement, moi je me demande comment M. Sarkozy va pouvoir faire ses conférences en Arabie Saoudite ou à l'étranger avec un bracelet électronique au pied. À mon avis, il va avoir une dérogation. Mais pourquoi ces gens-là ont une dérogation et pourquoi des petits élus ne peuvent pas sortir à plus de 50 mètres de leur domicile avec un bracelet électronique? Je veux juste qu'on m'explique. Je vous remercie Philippe Pascaud. Ben, c'est un plaisir. Je vous rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Pilleur d'État, encore et encore » aux éditions Max Mello.